Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce village des architectes et bienvenue à cette conférence consacrée à la restructuration du CHU Saint-Pierre de Bruxelles, dont le premier enjeu était de recentrer le patient au cœur de l'activité. Depuis 25 ans, le CHU Saint-Pierre se reconstruit en effet sur lui-même. Les travaux ont été menés sur un terrain en centre-ville assez limité, phase après phase, sans ne jamais perdre aucune fonction médicale. On sait que ce sont des enjeux qui intéressent beaucoup de nos directeurs d'hôpitaux et de nos maîtres d'ouvrage aujourd'hui. Chaque phase durait entre 3 et 4 ans, avec un schéma régulier, la démolition de l'existant, la construction et l'équipement d'une nouvelle aile, puis sa mise en service. Ce phasage a permis de prendre en compte les nouvelles demandes en médecine de pointe. Les compléments de programme ont ainsi permis de bâtir un hôpital vivant et flexible. On connaît tous l'importance de la flexibilité lorsqu'on imagine et lorsqu'on pense à un projet hospitalier. Cette opération d'envergure a été rendue possible, et vous le comprendrez durant cette conférence, par la qualité des échanges entre la direction, les utilisateurs et les concepteurs. Pour nous la présenter, nous accueillons ce matin Madame Patrice Buck, directeur général du CHU Saint-Pierre. Madame Buck, bonjour. Le professeur Isabelle Loeb, directeur général médical du CHU. Bonjour professeur. Nicolas Van Oost, administrateur délégué de BAEV. Bonjour Nicolas. Et Françoise Aumont, administrateur en gestion de projet et directrice R&D de BAEV. Bonjour Françoise. Situé à Bruxelles, le bureau BAEV compte plus de 60 collaborateurs, aussi bien ingénieurs civils, architectes, ingénieurs industriels, dessinateurs, architectes d'intérieur, graphistes ou techniciens en bâtiment. Sa spécificité réside dans la haute valeur ajoutée qu'il apporte à des projets complexes d'architecture et d'ingénierie, grâce à l'expertise de ses équipes dans les technologies de pointe et la recherche liée au développement durable. Bien qu'il couvre pratiquement tous les domaines d'activité, la spécialisation de BAEV dans l'innovation et son souci constant d'excellence lui valent une position de leader dans 3 secteurs de niche: la santé, la recherche et l'enseignement. Créée par Émile Verhagen, cette équipe jouit d'une expérience de plus de 50 ans en Belgique, ainsi qu'à l'étranger. Nous allons commencer par vous, Madame Buck. Mais tout d'abord, on va vous passer un petit film. Et je voudrais que Madame Buck vous explique un petit peu pourquoi ce film a été réalisé, dans quel but. On connaît l'importance de la communication aussi bien interne qu'externe dans les établissements de santé. Et le fait d'avoir une vision qui sort un peu du cadre pour montrer l'efficience et la qualité des compétences d'un établissement, ça mérite de s'y attarder. Madame Buck, bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc ce film, on voudrait introduire le CHU Saint-Pierre par un film, parce que qu'est-ce qui dit plus qu'une image? Et donc on a fait le film parce que Saint-Pierre, il faut savoir que Saint-Pierre est plus ancien que le royaume belge. Donc nous existons depuis le XIe siècle et les gens avaient vraiment l'image d'un hôpital social, et uniquement que d'un hôpital social où on se disait, bon ben voilà, on soignait les pauvres. Depuis lors, on a quand même fortement évolué et vous savez, après 25 ans de reconstruction, Saint-Pierre a changé beaucoup. Vous savez que 25 ans, c'est le temps que le soleil a besoin de tourner sur lui-même. Eh bien, Saint-Pierre a eu besoin de 25 ans pour se reconstruire complètement et aussi pour rayonner. Et donc, regardez avec moi ensemble le film. Au cœur de Bruxelles, l'histoire du CHU Saint-Pierre commence au XIe siècle et repose sur une réelle vocation. Léproserie, puis hospice, avant de devenir un hôpital de l'assistance publique pour les pauvres et les déshérités, l'hôpital Saint-Pierre est maintenant un hôpital universitaire tourné vers l'avenir et qui reste ouvert à tous, quel que soit le statut social ou économique. Aujourd'hui, 2000 professionnels y soignent plus de 400 000 patients chaque année. L'hôpital Saint-Pierre, c'est aussi une expertise de référence nationale. Les patients du sida, de la tuberculose résistante ou des maladies hautement contagieuses du XXIe siècle. Et c'est rassurant. Ici, hommes, femmes, enfants et nouveau-nés sont accueillis chaque jour pour une consultation, un traitement, une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
Au cœur de la ville, c'est aussi le plus grand service d'urgence du pays qui prend en charge plus de 95 000 personnes. L'hôpital Saint-Pierre, c'est plus de 2000 collaborateurs animés par l'esprit Saint-Pierre et soudés par ses valeurs de solidarité, de respect et d'engagement dans le service public. Malgré les contraintes économiques, notre détermination est restée intacte. Vous offrir une médecine de pointe en gardant l'humain au centre de nos priorités. Madame Buck, quel regard est-ce que vous avez sur l'évolution du CHU Saint-Pierre depuis 25 années? Bon, mon regard, c'est surtout un regard avec fierté parce qu'on a reconstruit sur site. On n'a jamais arrêté quelconque activité. Donc ça a été, on va en reparler un peu plus tard, quand même un exercice extrêmement difficile et je suis très fière par rapport à ça. Donc en même temps, on a su se développer. Donc on a plus de lits, on a augmenté le nombre de lits, même dans la même surface. Donc ça, c'était quand même une prouesse incroyable. Et j'ai aussi un regard quand même admiratif, mais Monsieur Vanos, je pense que je vous le dirai jamais assez, de la créativité et de l'imagination pour reconstruire sur site, parce que je ne m'imagine pas, je pense en tout cas, la complexité technique, les difficultés qu'on a pour détruire un bâtiment, pour remonter un bâtiment avec toutes les connexions et rester quand même opérationnel tout le temps. Donc voilà. Donc vous sortez maintenant d'une période de 25 ans, c'est une sacrée période de reconstruction et de restructuration permettant au CHU Saint-Pierre de disposer d'un ensemble immobilier cohérent. Quels sont les enjeux de bénéficier d'un premier site de soins aigus et d'un second site consacré aux pathologies chroniques? Mais c'est un atout. En fait, il faut savoir que la construction de notre hôpital, ça s'est fait d'une manière progressive. Donc, j'ai entendu ici la fois passée un grand projet, on construit un hôpital tout entièrement. Eh bien, Saint-Pierre, c'est saisir les opportunités. Et c'est avoir l'audace de changer l'hôpital en fonction des besoins de la ville. C'est ce qu'on a fait. Donc on a adapté tout le temps le bâtiment en fonction des impératifs, en fonction de la demande, parce que Bruxelles, c'est encore une ville où la population augmente. Et donc on devait vraiment augmenter nos surfaces de travail pour pouvoir répondre à la santé publique, aux demandes des santé publiques. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris un autre hôpital et donc le premier but était de fermer l'hôpital et puis on a dit mais finalement non parce qu'on a besoin d'espace. Donc on va tout naturellement, on va créer un site très aigu et on va créer un site de revalidation. Et donc après discussion, on a vraiment pris cette décision d'une manière presque opportuniste parce qu'un hôpital, il y avait énormément d'espace, c'était un rythme lent. Et donc l'autre hôpital, vous l'avez vu, c'est un site aigu avec beaucoup d'urgence. Et donc on a mis la revalidation dans le site où il y avait plus d'espace ou qui se prêtait vraiment pour la revalidation. Et on a commencé à zéro de refaire cet hôpital-là. Est-ce que ce n'est pas une finalité que tous les établissements de santé regroupent leurs activités de soins aigus au sein d'une structure unique en décentralisant leurs autres types de prise en charge? Pas nécessairement, je dis, on a eu cette occasion-là. Maintenant, il faut savoir qu'en fait, la santé en Belgique évolue énormément et actuellement, notre ministre de Santé demande qu'on sorte de nos murs. C'est-à-dire que les sites vont devenir de plus en plus aigus avec des structures intermédiaires, mais on demande, comme déjà par ailleurs en France, c'est qu'on va soigner les patients de plus en plus en dehors de ces murs. Avoir deux sites avec ces rythmes différents était pour nous vraiment une opportunité, mais on peut aussi le centraliser. Mais voilà, nous, on l'a eu. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il faut que de plus en plus, on s'ancre dans la ville. Donc notre ancrage, notre nombre de patients doivent devenir plus important. Ça veut dire qu'au plus de sites qu'on a dans la ville, au plus de possibilités qu'on a pour avoir les patients
en première ligne qui, par après, sont référés vers le site principal. Donc, en fait, centraliser les activités, c'est une chose, mais nous sommes contents maintenant d'avoir, en fait, 3 sites pour qu'on puisse offrir une première niveau avec la revalidation au-dessus et avoir le site aigu centralement. Avant de parler des difficultés majeures que le CHU a rencontrées dans le cadre de son évolution pendant ces 25 années, j'aimerais aborder quelque chose d'un peu plus positif. Comment on garde la dynamique au sein des équipes, au sein de tous les professionnels, quand on a une restructuration comme ça, vraiment sur du long terme? Quel est le fil rouge? Le fil rouge, je pense que tout d'abord, c'est avoir des valeurs. Je pense qu'il faut pouvoir donner du sens au travail. Et donc, on a énormément travaillé sur les valeurs, le respect, l'engagement, la solidarité, la qualité, l'innovation. Et en fonction de nos valeurs, on développe les projets et surtout, inclure les gens du terrain. C'est que les gens sachent ce qui se passe dans l'hôpital et de dire, voilà, si on est occupé à reconstruire, est-ce que les gens peuvent immédiatement participer avec le bureau d'architecture, qui n'est par ailleurs pas toujours facile, je pense. Mais donc, on inclut les gens pour qu'ils participent avec leur créativité et leur vision du futur à la création des lieux. Parce que, certes, on doit avoir des experts, mais si les gens eux-mêmes peuvent participer, ils ont des projets. Et ça, c'est pour moi le secret d'avoir pu tenir la reconstruction pendant 25 ans et quand même, en même temps, augmenter notre activité. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant toutes ces années? Je dirais la première difficulté, c'est de respecter ces délais. Et je pense que c'est pas uniquement dû à une reconstruction, mais donc voilà, respecter les délais, c'est vraiment pas facile parce que les gens s'attendent à ça. Ici, il faut annoncer qu'il y a de retard. Ça ne plaît pas nécessairement parce que la difficulté de rester dans les lieux qui sont pas nécessairement adaptés, c'est lourd pour les gens. La deuxième difficulté était quand même maintenir les sites. Par exemple, si on est occupé à reconstruire le quartier opératoire, donc le deal avec les gens, c'était, n'est-ce pas, Madame Loeb, c'est de ne pas diminuer l'activité. Donc ça, c'était clair. On mettait les croissances et donc il fallait, dans les lieux qui étaient disponibles, s'adapter pour maintenir, sinon augmenter l'activité. Et le troisième, c'est évidemment le côté financier, c'est qu'il faut quand même trouver de l'argent pour reconstruire, mais voilà, on a su le faire. Et c'était vraiment convaincre les gens, voilà, si on a des nouveaux lieux, il faut aussi que tout le monde participe là-dedans. Merci, Madame Buck. Avec plaisir. Professeur Isabelle Loeb, on connaît l'importance aujourd'hui de la vision que doivent avoir les professionnels quand ils doivent reconstruire ou restructurer un établissement de santé et d'essayer d'anticiper les nouvelles technologies. Depuis ces 25 dernières années, quelles ont été les évolutions médicales les plus marquantes? Bien, alors vous imaginez bien qu'en 25 ans, toutes les disciplines ont évolué en fonction de la technologie et de toute une série d'autres éléments. Alors, bon, si on peut prendre ce qui était très marquant dans l'hôpital, c'est la clinique du sein qui a été une des premières cliniques pluridisciplinaires qu'on a mis en place début des années 91. Puis nous avons été très tôt pionniers dans la chirurgie laparoscopique de l'obésité. Les premières interventions ont débuté aussi tout début des années 90. Il faut parler également de la néonate. On est un des premiers centres en Belgique à avoir implémenté le NIDCAP au niveau de la néonatologie en 98 et 10 ans plus tard, nous avons été le premier centre belge à être centre agréé pour la formation de NIDCAP. Voilà. Après, les autres disciplines ont évolué aussi, mais voilà quelques éléments marquants au niveau médical. La répartition actuelle des activités fait du CHU donc un établissement qui est composé d'un site dédié aux soins aigus et un autre consacré aux activités de plus ou moins longue durée. Est-ce que ce fonctionnement de concentration des soins aigus sur un site unique traduise votre vision de l'hôpital du XXIe siècle? Alors, comme vous l'a dit Madame Buck, c'était probablement pas une vision à l'époque, puisque c'est né d'opportunités. Hein, ces deux sites sont nés d'opportunités qu'on a eu de récupérer, de racheter un hôpital. Je pense qu'aujourd'hui, ça répond
probablement à l'évolution de la médecine, à l'évolution de la démographie. La population vieillit, il y a de plus en plus de maladies chroniques. Comme Madame Buck a dit, il faut que nos patients sortent de l'hôpital aigu, et je pense qu'avoir un site qui est dédié aux pathologies plus chroniques, à la revalidation, la gériatrie, la psychogériatrie, je pense qu'effectivement ça répond très probablement aux besoins de demain et certainement d'après-demain. Ouais. Et sur le plan organisationnel et fonctionnel, quel est l'intérêt de séparer le développement des soins aigus et chroniques? Alors, bon, l'intérêt est clairement de regrouper sur un site facilite, en tout cas en ce qui concerne les trajets de soins de patients déjà. Au niveau du personnel, on a un personnel qui est tout à fait adapté, qui travaille au même endroit. Je pense que c'est en matière de rationalité, c'est tout à fait optimal, je pense. Oui. On en parlait tout à l'heure avec Madame Buck. C'est vrai que garder le fil et la dynamique auprès de tous les professionnels, c'est pas évident. Après une mutation opérée sur 25 ans, quel est le ressenti de la communauté médicale vis-à-vis de cette longue période de transformation? Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont là depuis le début? Il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. J'en fais partie, par exemple, puisque j'ai connu l'hôpital avant le début de sa reconstruction. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la communauté médicale n'est pas encore tout à fait consciente qu'on a fini de reconstruire l'hôpital, parce qu'on travaille depuis tellement longtemps dans un hôpital en construction. Il n'y a pas un jour qui passe où on ne traverse pas un chantier, une porte qui est fermée un matin qui n'était pas fermée la veille. Je pense que les équipes médicales et paramédicales d'ailleurs s'approprient progressivement les locaux de jour en jour, et il y a eu énormément de déménagements, les unités ont changé de place, il y a certaines unités qui ont déménagé plusieurs fois et qui maintenant sont dans leur lieu définitif, point d'interrogation, peut-être. Donc je pense qu'il faudra peut-être encore quelque temps avant que tout le monde soit conscient que notre hôpital est reconstruit et qu'on est dans des nouveaux locaux partout. Oui. C'est pas on dit, mais on sait qu'aujourd'hui, les professionnels du corps médical ont beaucoup de mal à appréhender leurs futurs espaces lorsqu'ils sont engagés dans un projet de restructuration ou de construction. Est-ce que le fait qu'on ait une si longue période, qu'on étale comme ça la restructuration d'un établissement sur une si longue période, ça leur donne plus d'aptitude à pouvoir appréhender leurs espaces? Est-ce qu'ils connaissent bien l'architecture maintenant? Je pense qu'ils connaissent maintenant bien l'architecture, j'espère. Non, je pense qu'avec le temps, au début c'était un petit peu compliqué parce que probablement on vous l'expliquera, mais on a commencé à construire. Il y avait une sorte de banane qui permettait de relier le premier bâtiment au dernier bâtiment, parce qu'on a construit le premier puis le dernier, puis on a construit les bâtiments entre. Donc au départ c'était un petit peu difficile. Il y avait ces passerelles et je pense qu'en 25 ans on s'est tous plus ou moins approprié les choses petit à petit, et maintenant on va y arriver. Oui, on va y arriver. Quel message vous leur adresseriez aux équipes médicales après une si longue période? Je pense que le message reste toujours le même. Nous sommes un hôpital public, nous sommes un hôpital au centre-ville, qui est un hôpital qui a des missions de qualité de soins de tout haut niveau, et de maintenir ces missions, de maintenir nos valeurs. Et puis on travaille aussi beaucoup dans l'enseignement et dans la recherche, et toutes ces missions doivent être les mêmes encore au fil du temps et pour de très nombreuses années, j'espère. Merci professeur. Avant d'ouvrir le volet architectural, Madame Buck va vous dire quelques mots sur le petit film qu'on va vous montrer maintenant, qui est très atypique. Je pense que vous allez adorer. On voit pas souvent ce type de petit film. Madame Buck, voilà. Je vous en prie. Merci. Donc en fait, samedi, on fête notre 25 ans de reconstruction. Par ailleurs, on est déjà occupé avec des autres projets, mais ça, le personnel ne sait pas encore. Donc on va peut-être l'annoncer, on verra. Le film traduit comment nous voyons les architectes au sein de l'hôpital qui doivent en fait nous créer des espaces où on soigne l'humain. Et donc, on trouve très important, donc pour nous, les architectes, c'est pas nécessairement uniquement des techniciens, c'est qu'ils doivent comprendre le métier dans l'âme pour traduire ce qu'on veut et pour donner des espaces où les gens se sentent au mieux, que ce soit les patients, mais que ce soit le personnel aussi, parce qu'avoir des lieux de travail adaptés, je pense que ça participe fortement au bien-être. Donc voilà.